Du 5 au 8 septembre 1915 a eu lieu à Zimmerwald, Suisse, une conférence socialiste internationale, la première réunion générale des socialistes internationaux depuis le commencement de la guerre. La guerre a détruit subitement les relations internationales du prolétariat. Ce ne fut pas seulement une interruption superficielle des relations anciennes. Les partis socialistes et les organisations ouvrières des divers pays abandonnèrent non seulement le terrain de la lutte de classe, mais aussi celui de la solidarité internationale. Aujourd'hui encore, les tendances nationalistes prévalent. Les antagonismes nationaux qui déterminaient avant la guerre la politique des gouvernements bourgeois et qui, toujours, étaient combattus par le prolétariat, se sont emparés de la classe ouvrière dès le commencement de la guerre. Cet antagonisme nouveau s'accentua encore par l'attitude de la presse ouvrière qui, dans divers pays, se mit au service des gouvernants. En défendant leur politique de guerre, souvent même leur but de guerre et leurs intentions de conquête, elle prêchait comme un nouvel évangile social, la solidarité nationale des ouvriers et de leurs oppresseurs en remplacement de la solidarité internationale du prolétariat. Dans ces conditions, le Bureau socialiste international ne pouvait plus suffire à sa tâche. Les relations normales entre lui et les partis affiliés ont cessé. Le Bureau ne mène plus qu'une existence apparente. Pour rétablir les relations internationales et provoquer, conformément aux décisions des congrès de Stuttgart, de Copenhague et de Bâle, une action commune contre la guerre et pour la paix, les partis socialistes des pays neutres ont fait des tentatives réitérées. Dans ce sens a eu lieu, au mois de septembre 1914, à Lugano, une conférence socialiste italo-suisse. Au comité directeur du parti suisse fut confié le mandat de rétablir, sur la base des décisions des congrès internationaux, les relations avec les partis des pays belligérants et neutres. Entre-temps, le camarade hollandais Troelstra avait entrepris un voyage dans le but d'influencer dans le même sens les comités directeurs des divers partis. Mais ces efforts n'aboutirent qu'au transfert du Bureau socialiste international de Bruxelles à La Haye, sans cependant avoir pour effet un travail commun des partis socialistes. Vers la même époque, les socialistes américains lancèrent une invitation à un congrès international qui aurait lieu à Washington. Les camarades américains offraient de se charger de toutes les dépenses. Leur projet échoua et le congrès n'eut pas lieu. Au mois de janvier 1915 se réunit à Copenhague une conférence des socialistes des pays neutres du Nord. Elle se borna à établir un programme général pour la paix, sans se prononcer sur les conditions préliminaires de sa réalisation. Plus tard, des efforts privés et officieux furent faits auprès du Bureau socialiste international pour le rétablissement des relations internationales. Mais la conférence des socialistes des pays alliés à Londres, ainsi que la conférence socialiste de la Duplice à Vienne, montrèrent que ces efforts étaient restés vains et que de nouvelles tentatives n'avaient guère de chance d'avoir d'autres résultats. Cette opinion fut confirmée lorsque le comité directeur du Parti socialiste suisse invita le Bureau socialiste international à convoquer, dans le plus bref délai, une réunion du bureau à laquelle assisteraient des représentants des divers pays. Cette démarche resta également sans résultat et échoua par suite du refus du Parti français de donner son assentiment à cette invitation. Après cet échec, le comité directeur du Parti suisse, agissant toujours d'accord avec la direction du Parti italien, convia les partis socialistes des pays neutres à une réunion qui aurait dû avoir lieu le 30 mai à Zurich. La plupart des partis invités répondirent négativement ou pas du tout. Il apparut alors que tous les efforts tentés pour rétablir les relations socialistes internationales n'aboutiraient à aucun résultat, qu'une action commune des partis socialistes, voire même la simple tentative d'un échange de vues, resterait impossible aussi longtemps que quelques partis officiels persisteraient à se placer sur le terrain du patriotisme et de la politique de guerre de leur gouvernement. Dans ces conditions, tout nouvel effort de réunir les représentants des partis socialistes officiels était inutile. Contrairement à la théorie, la pratique apportait la preuve qu'il est impossible d'être en même temps nationaliste et internationaliste que pratiquement, il faut choisir entre l'un et l'autre. Aussi a-t-on renoncé à toute nouvelle tentative, avec ou sans la collaboration du B.S.I., pour réunir les partis affiliés à ce bureau. En se basant sur ces faits et expériences, le comité directeur du parti italien, réuni le 15 mai à Bologne, d'accord avec des socialistes d'autres pays et sur le rapport du citoyen Morgari, qui avait conféré avec des camarades des pays belligérants et neutres, décida de prendre l'initiative de la convocation d'une conférence internationale. Des invitations furent adressées à tous les partis, organisations ouvrières ou groupes qu'on savait rester fidèles aux anciens principes et résolutions de l'Internationale ouvrière. Des délibérations entre socialistes suisses et italiens eurent lieu, aboutissant tout d'abord à une réunion préliminaire, le 11 juillet 1915 à Berne. À cette réunion, on fixa le but et le caractère de la conférence projetée. On tomba d'accord que la conférence à convoquer n'aurait nullement comme but la création d'une nouvelle internationale, mais que sa tâche serait plutôt d'appeler le prolétariat à une action commune pour la paix, de créer un centre d'action,
et d'essayer de ramener la classe ouvrière à sa mission historique. On décida d'envoyer les invitations selon les conditions établies par le comité directeur du Parti socialiste italien. La conférence se réunit le 5 septembre 1915. Voici la liste des délégations la composant Allemagne. La délégation représente les divers groupes d'opposition. Étant donné son attitude à l'égard de la guerre, le parti officiel n'a pas été invité. France. Ici également on a dû s'abstenir d'inviter le parti officiel qui est engagé dans la voie de la politique gouvernementale. Toutefois, des membres du parti et de la CGT étaient présents. La Fédération des ouvriers des métaux a envoyé une représentation officielle, de même la minorité de la CGT, Italie. La délégation représente le parti officiel et le groupe parlementaire, Angleterre. Des délégations de L1 Labour in Potifre et du in British Front Socialiste in Potifre étaient assurées. La délégation de l'ILP composée des camarades in Jowett Frey Bruce Glazier et celle du SP composée du camarade C. Fairchild n'ont pu se rendre à la conférence, le gouvernement anglais ayant refusé les passeports. La veille de la conférence arriva le télégramme suivant: impossible d'obtenir passeport. Salut chaleureux. In Jowett Frey Glazier, Russie. Délégation officielle du comité central et du comité d'organisation du Parti ouvrier social-démocrate, de même du comité central du Parti socialiste révolutionnaire. De plus, délégation de la social-démocratie lettonne et du Bund. Pologne. Un délégué officiel de chacune des trois organisations socialistes de la Pologne russe et de la Lituanie se plaçant sur le terrain de la lutte de classe. Roumanie, délégation officielle du Parti socialiste. Bulgarie, délégations officielles du Parti ouvrier socialiste de Bulgarie et de sa fraction parlementaire. Les délégations roumaines et bulgares représentaient en même temps la Fédération socialiste interbalkanique. Suède et Norvège, délégations officielles de la Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Hollande, délégation officielle du groupe de international. Suisse, délégation personnelle. Le comité directeur du parti suisse ayant laissé toute latitude aux camarades d'assister à la conférence. Diverses lettres de félicitations, entre autres d'un membre du Reichstag, il s'agit de K. Liebknecht dont le message est fourni en annexe. Ne pouvant assister à la conférence pour des raisons particulières, parvinrent à la conférence. Les travaux commencèrent par la lecture des rapports sur la situation dans les divers pays. Les délégués des pays belligérants exposèrent principalement les conditions du parti et du mouvement ouvrier depuis la déclaration de la guerre. En dehors des rapports généraux sur la situation, l'action du prolétariat pour la paix formait l'objet principal de l'ordre du jour. Une déclaration collective fut présentée par les délégations françaises et allemandes. C'était de bon augure pour la réussite de la conférence. Toute action de paix prolétarienne serait vaine sans une entente entre les délégués d'Allemagne et de France, c'est-à-dire des deux pays dont les partis socialistes sont séparés nationalement par l'antagonisme de leur gouvernement. C'est par de vifs applaudissements que la conférence accueillit la lecture de cette déclaration dont voici le texte: Déclaration franco-allemande commune aux socialistes et syndicalistes français et allemands. Après un an de massacre, le caractère nettement impérialiste de la guerre s'est de plus en plus affirmé. C'est la preuve qu'elle a ses causes dans la politique impérialiste et coloniale de tous les gouvernements, qui resteront responsables du déchaînement de ce carnage. Les masses populaires furent entraînées dans cette guerre par elle union sacrée, constituée dans tous les pays par les profiteurs du régime capitaliste, lui ont donné le caractère d'une lutte de race, de défense des droits respectifs et des libertés. C'est sous l'impulsion de ces sentiments que, dans chaque pays, une très grande partie des forces ouvrières d'opposition ont été submergées par le nationalisme et depuis, une presse aux ordres du pouvoir n'a cessé d'en accentuer le caractère. Aujourd'hui, les chauvins de chaque nation assignent à cette guerre un but de conquête par l'annexion de provinces ou de territoires. Ces prétentions, si elles se réalisaient, seraient des causes de guerre futures. En opposition à ces ambitions, des minorités résolues se sont dressées dans toutes les nations, s'efforçant de remplir les devoirs affirmés dans les résolutions des congrès socialistes internationaux de Stuttgart, Copenhague et Bâle. Il leur appartient aujourd'hui plus que jamais de s'opposer à ces prétentions annexionnistes et de hâter la fin de cette guerre, qui a déjà causé la perte de tant de millions de vies humaines, fait tant de mutilés et provoqué des misères si intenses parmi les travailleurs de tous les pays. C'est pourquoi nous, socialistes et syndicalistes allemands et français, nous affirmons que cette guerre n'est pas notre guerre, que nous réprouvons de toute notre énergie la violation de la neutralité de la Belgique, solennellement garantie par les conventions internationales admises par tous les États belligérants. Nous demandons et ne cesserons de demander qu'elle soit rétablie dans toute son intégralité et son indépendance. Nous déclarons que nous voulons la fin de cette guerre par une paix prochaine, établie sur des conditions qui n'oppriment aucun peuple, aucune nation. Que nous ne consentirons jamais à ce que nos gouvernements respectifs se prévalent de conquêtes qui porteraient fatalement dans leur sein les germes d'une nouvelle guerre. Que nous œuvrerons, dans nos pays respectifs, pour une paix qui dissipera les haines entre nations, en donnant au peuple des possibilités de travailler en commun.
Une telle peine est possible à nos yeux qu'en condamnant toute idée, toute violation des droits et des libertés d'un peuple. L'occupation de pays entiers ou de provinces ne doit pas aboutir à une annexion. Nous disons donc, pas d'annexion, effective ou masquée, pas d'incorporation économique forcée, imposée, qui deviendrait encore plus intolérable par le fait consécutif de la spoliation des droits politiques des intéressés. Nous disons que le droit des populations de disposer de leur sort doit être rigoureusement observé. Nous prenons l'engagement formel d'agir inlassablement dans ce sens, dans nos pays respectifs, pour que le mouvement pour la paix devienne assez fort pour imposer à nos gouvernants la cessation de cette tuerie, en dénonçant l'union sacrée, en restant fermement attachés à la lutte de classe, qui servit de base à la constitution de l'Internationale socialiste. Nous, socialistes et syndicalistes allemands et français, puiserons la fermeté de lutter parmi nos nationaux contre cette affreuse calamité et pour la fin des hostilités qui ont déshonoré l'humanité. Pour la délégation française à Merheim, secrétaire de la Fédération des métaux, à Bourderon, secrétaire de la Fédération du tonneau. Pour la délégation allemande, Adolf Hoffmann, député au Landtag prussien. Georges Ledebourg, député au Reichstag. Prolétaires d'Europe, voici plus d'1 an que dure la guerre, des millions de cadavres couvrent les champs de bataille. Des millions d'hommes seront pour le reste de leurs jours mutilés. L'Europe est devenue un gigantesque abattoir d'hommes. Toute la civilisation créée par le travail de plusieurs générations est vouée à l'anéantissement. La barbarie la plus sauvage triomphe aujourd'hui de tout ce qui, jusqu'à présent, faisait l'orgueil de l'humanité. Quels que soient les responsables immédiats du déchaînement de cette guerre. Une chose est certaine, la guerre qui a provoqué tout ce chaos est le produit de l'impérialisme. Elle est issue de la volonté des classes capitalistes de chaque nation de vivre de l'exploitation du travail humain et des richesses naturelles de l'univers, de telle sorte que les nations économiquement arriérées ou politiquement faibles tombent sous le joug des grandes puissances, lesquelles essaient, dans cette guerre, de remanier la carte du monde par le fer et par le sang, selon leurs intérêts. C'est ainsi que des peuples et des pays entiers comme la Belgique, la Pologne, les États balkaniques, l'Arménie, courent le risque d'être annexés en totalité ou en partie par le simple jeu des compensations. Les mobiles de la guerre apparaissent dans toute leur nudité au fur et à mesure que les événements se développent. Morceau par morceau tombe le voile par lequel a été caché à la conscience des peuples la signification de cette catastrophe mondiale. Les capitalistes de tous les pays, qui frappent dans le sang des peuples la monnaie rouge des profits de guerre, affirment que la guerre servira à la défense de la patrie, de la démocratie, à la libération des peuples opprimés. Ils mentent. La vérité est qu'en fait ils ensevelissent sous les foyers détruits la liberté de leur propre peuple en même temps que l'indépendance des autres nations. De nouvelles chaînes, de nouvelles charges, voilà ce qui résultera de cette guerre, et c'est le prolétariat de tous les pays vainqueurs et vaincus qui devra les porter. Accroissement du bien-être, disait-on lors du déchaînement de la guerre. Misère et privation, chômage et renchérissement de la vie, maladie, épidémie, tels en sont les vrais résultats. Pour des dizaines d'années, les dépenses de la guerre absorberont le meilleur des forces des peuples, compromettront la conquête des améliorations sociales et empêcheront tout progrès. Faillite de la civilisation, dépression économique, réaction politique, voilà les bienfaits de cette terrible lutte des peuples. La guerre révèle ainsi le caractère véritable du capitalisme moderne qui est incompatible, non seulement avec les intérêts des classes ouvrières et les exigences de l'évolution historique, mais aussi avec les conditions élémentaires d'existence de la communauté humaine. Les institutions du régime capitaliste qui disposaient du sort des peuples, les gouvernements monarchiques ou républicains, la diplomatie secrète, les puissantes organisations patronales, les partis bourgeois, la presse capitaliste, l'Église, sur elles toutes pèse la responsabilité de cette guerre surgie d'un ordre social qui les nourrit, qu'elles défendent et qui ne sert que leurs intérêts. Ouvriers, vous hier exploités, dépossédés, méprisés, on vous appelait frères et camarades quand il s'est agi de vous envoyer au massacre et à la mort. Et aujourd'hui que le militarisme vous a mutilé, déchiré, humilié, écrasé, les classes dominantes réclament de vous l'abdication de vos intérêts, de votre idéal, en un mot une soumission d'esclaves à la paix sociale. On vous enlève la possibilité d'exprimer vos opinions, vos sentiments, vos souffrances. On vous interdit de formuler vos revendications et de les défendre. La presse jugulée, les libertés et les droits politiques foulés aux pieds, c'est le règne de la dictature militariste au point de fer. Nous ne pouvons plus ni ne devons rester inactifs devant cette situation qui menace l'avenir de l'Europe et de l'humanité. Pendant de longues années, le prolétariat socialiste a mené la lutte contre le militarisme. Avec une appréhension croissante, ses représentants se préoccupaient dans leurs congrès nationaux et internationaux des dangers de guerre que l'impérialisme faisait surgir, de plus en plus menaçants. À Stuttgart, à Copenhague, à Bâle, les congrès socialistes internationaux ont tracé la voie que doit suivre le prolétariat. Mais partis socialistes et organisations ouvrières de certains pays, tout en ayant contribué à l'élaboration de ces décisions, ont méconnu dès le commencement de la guerre les obligations qu'elle leur imposait. Leurs représentants ont entraîné les travailleurs à abandonner la lutte de classe, seul moyen efficace de l'émancipation prolétarienne.
Ils ont accordé aux classes dirigeantes les crédits de guerre. Ils se sont mis au service des gouvernements pour des besognes diverses. Ils ont essayé, par leur presse et par des émissaires, de gagner les nôtres à la politique gouvernementale de leurs pays respectifs. Ils ont fourni au gouvernement des ministres socialistes comme otages de l'union sacrée. Par cela même, ils ont accepté, devant la classe ouvrière, de partager avec les classes dirigeantes les responsabilités actuelles et futures de cette guerre, de ses buts et de ses méthodes. Et de même que chaque parti séparément manquait à sa tâche. Le représentant le plus haut des organisations socialistes de tous les pays, le Bureau socialiste international, manquait à la sienne. C'est à cause de ces faits que la classe ouvrière, qui n'avait pas cédé à l'affolement général ou qui avait su depuis s'en libérer, n'a pas encore trouvé, dans la seconde année du carnage des peuples, les moyens d'entreprendre dans tous les pays une lutte active et simultanée pour la paix dans cette situation intolérable, nous, représentants de partis socialistes, de syndicats, ou de minorités de ces organisations. Allemands, Français, Italiens, Russes, Polonais, Lettons, Roumains, Bulgares, Suédois, Norvégiens, Hollandais et Suisses, nous qui ne nous plaçons pas sur le terrain de la solidarité nationale avec nos exploiteurs mais qui sommes restés fidèles à la solidarité internationale du prolétariat et à la lutte de classe, nous nous sommes réunis pour renouer les liens brisés des relations internationales, pour appeler la classe ouvrière à reprendre conscience d'elle-même et l'entraîner dans la lutte pour la paix. Cette lutte est la lutte pour la liberté, pour la fraternité des peuples, pour le socialisme. Il faut entreprendre cette lutte pour la paix sans annexion ni indemnité de guerre. Mais une telle paix n'est possible qu'à condition de condamner toute pensée de violation des droits et des libertés des peuples. Elle ne doit conduire ni à l'occupation de pays entiers, ni à des annexions partielles. Pas d'annexion, ni avouée ni masquée, pas plus qu'un assujettissement économique qui, en raison de la perte de l'autonomie politique qu'il entraîne, devient encore plus intolérable. Le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes doit être le fondement inébranlable dans l'ordre des rapports de nation à nation. Prolétaires, depuis que la guerre est déchaînée, vous avez mis toutes vos forces, tout votre courage, toute votre endurance au service des classes possédantes pour vous entretuer les uns les autres. Aujourd'hui, il faut, restant sur le terrain de la lutte de classe irréductible, agir pour votre propre cause, pour le but sacré du socialisme, pour l'émancipation des peuples opprimés et des classes asservies. C'est le devoir et la tâche des socialistes des pays belligérants d'entreprendre cette lutte avec toute leur énergie. C'est le devoir et la tâche des socialistes des pays neutres d'aider leurs frères, par tous les moyens, dans cette lutte contre la barbarie sanguinaire. Jamais dans l'histoire du monde, il n'y eut tâche plus urgente, plus élevée, plus noble. Son accomplissement doit être notre œuvre commune. Aucun sacrifice n'est trop grand, aucun fardeau trop lourd pour atteindre ce but, le rétablissement de la paix entre les peuples. Ouvriers et ouvrières, mères et pères, veuves et orphelins, blessés et mutilés, à vous tous qui souffrez de la guerre et par la guerre. Nous vous crions, par-dessus les frontières, par-dessus les champs de bataille, par-dessus les campagnes et les villes dévastées, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Zimmerwald, Suisse, septembre 1915. Au nom de la Conférence socialiste internationale pour la délégation allemande, Georges Ledebourg, Adolf Hoffmann. Pour la délégation française à Bourderon à Merheim. Pour la délégation italienne G. E. Modigliani, Constantino Lazzari. Pour la délégation russe N. Lénine, Paul Axelrod M. Bobrov. Pour la délégation polonaise Saint. Lapinski à Varsky CZ, Aneki. Pour la Fédération socialiste interbalkanique, au nom de la délégation roumaine C. Rakowski. Au nom de la délégation bulgare, Vassil Kolarov. Pour la délégation suédoise et norvégienne Z. Hoglund Turnerman. Pour la délégation hollandaise H. Roland Holst. Pour la délégation suisse Robert Grimm Charles Nen. Adresse de sympathie. La Conférence socialiste internationale envoie l'expression de son ardente sympathie aux victimes innombrables de la guerre, au peuple polonais, au peuple belge, au peuple juif, au peuple arménien, aux millions d'êtres humains se débattant dans d'atroces souffrances, victimes d'horreurs sans précédent dans l'histoire, immolés à l'esprit de conquête et à la rapacité impérialiste. La conférence salue la mémoire du grand socialiste Jean Jaurès, première victime de la guerre, tombé en martyr de la lutte contre le chauvinisme et pour la paix, et des militants socialistes Tutsevite et Catanzi, morts sur les sanglants champs de bataille. La conférence envoie l'expression de son ardente et fraternelle sympathie aux membres de la Douma, exilés en Sibérie, qui continuent la glorieuse tradition révolutionnaire russe, aux camarades Liebknecht et Monat qui, en Allemagne et en France, ont mené courageusement la lutte contre la trêve nationale, à Clara Zetkin et Rosa Luxembourg, emprisonnés pour leur propagande socialiste, aux camarades de toute nationalité poursuivis ou emprisonnés pour avoir lutté contre la guerre. La conférence s'engage solennellement à honorer les vivants et les morts en suivant l'exemple de ses courageux camarades, en travaillant sans trêve à réveiller l'esprit révolutionnaire dans les masses du prolétariat international et à les unir dans la lutte contre la guerre fratricide et contre la société capitaliste. Les délibérations de la conférence durèrent 4 jours.
Elles furent empreintes de la plus complète camaraderie et caractérisées par une volonté commune et une solidarité fraternelle. Après des remerciements adressés aux camarades Angelika Balabanova et Roland Holst, secrétaire et traductrice, la conférence fut close le mercredi dans la nuit. Les délégués se séparèrent en se promettant de poursuivre énergiquement l'œuvre commencée, de travailler avec ténacité à la consolidation des liens de solidarité internationale. Conscience que cette conférence avait été le premier pas nécessaire vers le rétablissement des relations internationales et la reprise de l'action socialiste internationale. La conférence nomma une commission socialiste internationale qui comprend les camarades Morgari, député socialiste italien, Robert Grimm, député de Berne, Charles Naine, la camarade Balabanova est adjointe comme traductrice. La commission sera un centre permanent de liaison et d'information. Elle publiera un bulletin. Annexe, lettre de cas. Liebknecht à la conférence. Chers camarades, pardonnez ces quelques lignes écrites à la hâte. Je suis emprisonné, enchaîné par le militarisme. Il m'est donc impossible de vous rejoindre. Deux tâches sérieuses se posent devant vous. Une tâche dure, celle du rude devoir, et une tâche sacrée, celle de Hélène Sausiasmifle de l'espérance. Règlement des comptes, impitoyable règlement des comptes avec les déserteurs et transfuges de l'international, d'Allemagne, d'Angleterre, de France et d'ailleurs. Compréhension, encouragement et exhortation réciproque de tous ceux qui sont restés fidèles au drapeau, qui sont résolus à ne pas reculer d'un seul pas devant l'impérialisme international, en tomberaient-ils victimes? Faire de l'ordre dans les rangs de ceux qui sont décidés à tenir jusqu'au bout et à lutter, fidèles au socialisme international. Faire brièvement la clarté sur les principes de notre position vis-à-vis de la guerre mondiale, en tant que cas spécial de notre position de principe vis-à-vis de l'ordre social capitaliste. Voilà de quoi il s'agit. Brièvement je l'espère, car à ce sujet nous sommes tous, vous êtes tous, nous devons tous être d'accord. Il s'agit avant tout de tirer les conclusions tactiques de ces principes. Sans aucun égard pour tous les pays, guerre sacrée non pas union sacrée, pour la solidarité internationale du prolétariat contre l'harmonie des classes pseudo-nationales, pseudo-patriotes, lutte de classe internationale pour la paix, pour la révolution socialiste, il faut dire comment il faut lutter. Ce n'est que par la collaboration, par les rapports réciproques entre pays, que les plus grandes forces possibles, s'encourageant réciproquement, peuvent être réunies, que les succès possibles peuvent être obtenus. Les amis de chaque pays tiennent dans leurs mains les espoirs et les perspectives des amis de chaque pays. Surtout vous, socialistes français et allemands, vous êtes la destinée l'un de l'autre. Vous, les amis français, je vous en conjure, ne vous laissez pas ensorceler par la phrase d'union nationale, c'est certain que vous ne donnerez pas dans ce piège-là, pas plus que par celle non moins dangereuse de l'unité du parti. Chaque protestation par contre, chaque manifestation de votre opposition à la politique gouvernementale officieuse, chaque profession de foi hardie pour la lutte de classe, pour la solidarité avec nous, pour la volonté prolétarienne de paix, renforce notre combativité, décuple notre force d'agir dans le même sens en Allemagne pour le prolétariat mondial, pour son émancipation économique et politique, pour son affranchissement des chaînes du capitalisme, mais aussi des chaînes du tsarisme, du kaisérisme, du junkrisme, du militarisme non moins international. Décuple notre force de lutter en Allemagne pour la libération politique et sociale du peuple allemand, contre la puissance et l'expansionnisme des impérialistes allemands, pour une paix prochaine qui rende la liberté et l'indépendance à la Belgique malheureuse, et la France au peuple français. Frères français, nous connaissons les difficultés particulières de votre situation tragique. Nous saignons avec vous comme avec la masse torturée et lapidée de tous les peuples. Votre malheur est le nôtre, nous qui savons que notre douleur est la vôtre. Que notre lutte soit la vôtre, aidez-nous comme nous jurons de vous aider. La nouvelle internationale naîtra, peut naître sur les ruines de l'ancienne, sur de nouveaux fondements plus solides. Vous les amis socialistes de tous les pays, vous devez aujourd'hui poser la première pierre de l'édifice de l'avenir, juger impitoyablement les faux socialistes, aiguillonner impitoyablement les chancelants, les hésitants de tous les pays également, ceux d'Allemagne. La grandeur du but vous aidera à passer par l'étroitesse et la petitesse du jour, par la misère de ces jours horribles. Vive la paix des peuples de l'avenir, vive l'antimilitarisme, vive le socialisme international, révolutionnaire, émancipateur des peuples, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. De Zimmerwald à Quiental. Comment est née l'action de Zimmerwald? Qu'a-t-elle produit? Ces questions, au moment où la seconde conférence vient de finir, ne sont pas superflues. En septembre dernier, la première conférence avait déjà été l'objet de jugements très divers et certains ont attribué à ses organisateurs les intentions les plus basses. Lorsqu'on s'aperçut dans certains cercles de l'international d'hier que la politique du silence et la politique du mépris n'atteignaient pas le but désiré, ces vaillants pindards eurent recours aux suppositions outrageantes. La conférence fut tantôt une manœuvre allemande, tantôt un instrument créé pour satisfaire les ambitions personnelles des organisateurs. Les uns y virent une tentative pour détrôner le Bureau socialiste international de La Haye, les autres parlèrent d'une bande d'aventuriéristes ou qui voulaient, à la faveur de l'heure,
s'attribuait la mission de conduire l'internationale ou bien qui, sciemment, préparait une scission dans le prolétariat. Nous arrêter aux attaques personnelles, ce serait vraiment faire trop d'honneur à ceux qui les ont formulées. On ne discute pas avec des gens qui, au moment tragique de la catastrophe, alors que la raison réclame impérieusement que, sans perdre une heure, toutes les forces du prolétariat se rassemblent, n'ont d'autre argument que des injures contre ceux qui essayent de rassembler ces forces. Quant aux prétendus projets de scission et de coup d'État, ce sont suppositions aussi ridicules l'une que l'autre. Le 4 août 1914, quand les partis socialistes devinrent les apôtres enflammés de la politique de guerre, la scission se produisit et elle fut dès lors un fait d'histoire. Un bureau international qui par son inertie approuve les frères qui s'assassinent et les encourage, ne mérite pas d'être renversé, on l'abandonne à son destin. Reste l'affirmation que les conférences de Zimmerwald ont voulu redonner une vie artificielle à l'international, au moyen de quelques résolutions bâclées par des congressistes de hasard. Si l'idée en était venue, rien n'aurait été plus insensé, ni aussi plus facile à réaliser. Mais il ne s'agit aucunement d'une semblable tentative. La conférence de Zimmerwald ne pouvait naître que de la pensée socialiste. Cette pensée commune devait se développer lentement mais nécessairement en même temps que le jugement des masses ouvrières sur la guerre, et elle devait alors s'exprimer par des actes. Une fois née, cette pensée tendait, consciemment ou non, vers l'action internationale. Il fallait que le prolétariat de chaque pays comprît que l'action révolutionnaire contre le gouvernement de son propre pays ne servait pas la politique belliqueuse du gouvernement des pays ennemis, mais pour arriver à cette conviction, il n'est d'autre moyen que la discussion et l'entente mutuelle. Chaque jour de guerre travaille à cette reprise de conscience du socialisme. Cette reprise va obscurément, elle ne saisit pas l'ensemble des travailleurs socialistes comme un brusque coup de lumière. Elle s'accomplit lentement, et la conscience retrouvée aperçoit devant elle un monde nouveau. L'Europe d'hier a été brisée, bouleversée, on ne peut plus s'y orienter comme auparavant. Pour se retrouver à travers le chaos de la guerre, il ne suffit pas de comprendre que la guerre est un mal et un mensonge monstrueux payé avec la vie des travailleurs. Il doit apparaître comme une certitude que la guerre mondiale a modifié le devoir et les conditions de lutte du prolétariat. Il faut comprendre que, pour la première fois, ce devoir se révèle clairement à tous ceux qui veulent voir. Devoir qui oppose, à jamais irréconciliable, le nationalisme et l'internationalisme. Avant cette transformation, une conférence internationale, au sens socialiste du mot, était impossible. C'eût été ou bien une hypocrisie faite d'affirmations puériles, qui eût donné à la classe ouvrière l'illusion d'une force qu'elle ne possède pas, ou bien la réunion se fût contentée d'être, aucune action efficace n'en aurait résulté. Certains disent qu'il faudrait attendre que la lumière se soit faite dans tous les pays et dans toutes les consciences ouvrières. Autant dire qu'avant d'organiser les travailleurs à l'intérieur de chaque pays, il faut attendre que tous soient bien persuadés de la nécessité de l'organisation. Précisément parce qu'elle est un grand phénomène historique, l'internationale ne peut surgir toute créée et toute armée comme Minerve de la tête de Jupiter, elle doit résulter d'un long développement et s'être créée elle-même. Ceci précise les possibilités de l'action internationale et trace ses limites. Toute tentative pour agir sans vouloir admettre ses limites aurait inévitablement échoué. Excès contraire au fatalisme qui ordonne d'attendre que l'évolution soit achevée dans chaque pays, méconnaissant ainsi que l'action commune s'offre à nous déjà possible. Le devoir qui s'imposait à la première conférence de Zimmerwald est venu de là. Il s'agissait tout d'abord de découvrir le terrain commun sur lequel on put se réunir. La décomposition honteuse de l'international est née du reniement de la lutte de classe, en théorie et en pratique, reniement qui a fait descendre les partis socialistes jusqu'au social-patriotisme. La réaffirmation de la lutte de classe constituait donc le seul lien capable de renouer l'action internationale. Mais une formule au mot ne pouvait suffire contre la guerre. À quelle occasion et sous quelle forme rouvrir la lutte de classe? Fallait-il chercher l'accord sur des questions contestées comme l'Alsace-Lorraine, le partage de la Pologne ou le problème des nationalités dans les Balkans? Le manifeste de Zimmerwald n'est entré dans aucune de ces questions particulières. Il s'est borné à quelques affirmations générales. Affirmations de principe, rupture de l'union sacrée, lutte contre la guerre, action pour une paix immédiate et sans annexion, revendication pour tous les peuples, du droit à disposer librement d'eux-mêmes. Ciel de ces affirmations était la déclaration de guerre à la guerre. Celle-ci supposait l'accord de tous les pays sur les intérêts et les devoirs du prolétariat, la renonciation à la légende de la guerre défensive et le refus de tenir aucun compte de la situation militaire du moment. La rencontre sur ce terrain des membres de la première conférence marque un incontestable progrès. En août 1914, et plus tard encore, l'idée des garanties nécessaires hantait l'esprit de beaucoup qui se trouvent aujourd'hui dans l'opposition et qui faisaient dépendre leur participation à une lutte contre la guerre de la réalisation de ce but. En France, les armées allemandes campaient, chacun s'épouvantait devant l'invasion, et il eût fallu toute l'audace courageuse de la foi socialiste pour réclamer, dans une telle situation, la cessation immédiate du combat. Mais une année de guerre s'était alors accomplie, aucun doute ne subsistait plus sur le caractère de la guerre et sur son but,
et il était redevenu facile de prendre une décision. Dès lors, il apparaît qu'on pouvait laisser en toute assurance aux soi-disant grands politiques et grands réalistes le soin de couper les cheveux en quatre et de fabriquer de belles recettes pour résoudre le mieux du monde toutes les petites questions de détail que la guerre fait surgir. Ils ne comprennent pas encore le ridicule de leurs airs importants. Ceux qui n'ont pas la force d'empêcher la guerre et qui marchent de leur plein gré et la main dans la main avec les gouvernants n'ont pas non plus la force de conquérir la paix. Et ceux qui ne peuvent rien pour amener la paix ne peuvent non plus déterminer en rien son contenu. Construire un beau projet de paix, c'est bon pour des gens aussi naïfs et aussi inoffensifs que les petits enfants qui rêvent d'un château dans les nuages. Une conférence des représentants du prolétariat qui se serait amusée à de telles puérilités n'aurait pas seulement été ridicule, elle aurait trompé le prolétariat en lui donnant l'illusion d'une force inexistante. Illusion et incohérence qui auraient détourné des vrais devoirs. On eût été heureux de retomber à cet état de mensonge à soi-même qui a marqué la fin de la Seconde Internationale. Ça n'a été ni par incompétence, ni par impuissance de penser que la conférence de septembre s'est abstenue de se prononcer sur le règlement des problèmes nationaux, s'est refusée à mettre en formule les revendications nationales particulières et à proposer des plans pour la paix. Laborieusement construit, c'est parce qu'elle avait pleine conscience des conditions de la lutte prolétarienne et du rapport véritable des forces. Ce qui, aux yeux des savants critiques qui portent dans leur poche tous les problèmes du monde bien et dûment solutionner, est une faiblesse, fait justement la force de la conférence. C'est cela qui la distingue des parades données par les social-patriotes, grands bâtisseurs de nuées, à Londres, à Vienne, à Copenhague. On ne peut pas dire que la conférence aurait pu résoudre toutes les questions qui déjà à ce moment se posaient. Ce ne pouvait pas être son rôle. Elle devait démasquer la guerre et en faire apparaître les vrais mobiles, poser quelques principes généraux, mais elle devait surtout faire entendre un appel à l'action. Il fallait montrer au prolétariat, contrairement aux affirmations de ses chefs officiels, qu'une action socialiste devait être menée pendant la guerre, bien que les conditions en fussent plus difficiles. L'appel fut lancé, et à ce moment le fait même de lancer un appel importait plus que le contenu de cet appel. La façon dont furent acquises les résolutions de Zimmerwald montre combien cette opinion était vraie. Frappées par les foudres de la censure gouvernementale, proscrites et mises au ban par les social-patriotes, elles ont cependant provoqué dans tous les pays le réveil du prolétariat, elles ont forcé sa pensée à se ressaisir, et elles l'ont orienté vers une voie nouvelle. Elles ont porté loin, puisqu'on a à se réjouir de l'assentiment de partis officiels, de fractions de partis socialistes et d'organisations syndicales. On avait compris dès lors l'action solidaire du travail dans chaque pays et qu'il y avait là une première tentative d'entente internationale et de compréhension mutuelle. On savait pourquoi la conférence s'était réunie et avait agi. Elle ne pouvait en rester là. Elle avait établi qu'elle avait une fonction et pris en main ses instruments. Il s'agissait maintenant de construire. Les circonstances à l'intérieur comme au dehors y poussaient. La situation militaire, loin de s'être simplifiée depuis la première conférence, s'est compliquée de problèmes nouveaux. La lutte menée par les partis nationalistes comme par le Bureau socialiste international de La Haye contre l'action de Zimmerwald, l'action tentée faiblement vers la paix exigeait une réponse et une mise au point. D'ailleurs, à Zimmerwald, les faits avaient en un sens devancé la claire conscience du but, précisément parce qu'il s'agissait, avant tout, de donner une preuve concrète que l'action internationale était possible. Les points de détail du manifeste ne pouvaient être développés que de façon très insuffisante, et l'on avait dû se contenter de formules peu précises. La deuxième conférence qui se tint du 24 au 30 avril, à Kiental, petit village perdu de l'Oberland bernois, démontre combien la théorie et la pratique de la lutte de classe sont liées étroitement, combien il est impossible à l'une de subsister sans l'autre. On pourrait être tenté d'opposer Kiental à Zimmerwald comme une conférence théorique. Mais ce serait alors une théorie qui sort de la pratique même et qui sert à lui donner une direction. Afin de prévenir les malentendus, les fausses interprétations et les critiques sans fondement, les solutions proposées en septembre dans les résolutions de Zimmerwald devaient être approfondies et éclaircies. Une exacte délimitation était d'autant plus nécessaire, aussi bien du côté des pacifistes bourgeois que de celui des social-patriotes, afin que l'action gagnât en clarté. Il s'agissait surtout de l'action pour la paix. Centre de tout le débat. Un regard sur la presse officielle des partis socialistes suffit à démontrer quelle confusion y règne. Les principes les plus élémentaires du socialisme sont tombés dans l'oubli ou ont été sacrifiés à la politique d'union sacrée. Bien qu'il fût établi, c'était même devenu un lien commun, que la guerre était causée par les antagonismes engendrés par le capitalisme. Des gens qui se disent socialistes confient aujourd'hui au capitalisme et à ses organes le soin de créer une paix durable. D'autres se laissent prendre au jeu de la bourgeoisie qui démontre, preuves en main, qu'elle n'a à la guerre aucun intérêt. Joli recul vers le temps des socialistes utopistes et qui implique toutes les faiblesses et tous les dangers d'un anachronisme. Comme les utopistes qui cherchaient à persuader les classes dirigeantes de leur vrai intérêt, les innocents rêveurs de paix dans le camp socialiste croient qu'il suffit d'éclairer un peu plus la bourgeoisie pour lui faire comprendre qu'elle n'a, à la guerre, que des intérêts négatifs.
de même que les utopistes arrivaient avec, à la main, leur plan tout préparé, pour accroître la force présumée de leurs arguments. De même les pacifistes socialistes, cherchent eux aussi à construire des plans qu'on n'aura plus qu'à réaliser pour bannir à jamais le danger de la guerre du sol même de la société capitaliste. Il était nécessaire de faire, sur ce point, toute la clarté possible. Les travailleurs doivent savoir dans quelle direction, avec quels moyens et dans quelles conditions ils doivent mener la lutte pour la paix. Une résolution, prise à l'unanimité, cherche à répondre brièvement à cette question. Les buts de la guerre se dégagent des causes de la guerre. Ces buts sont subordonnés aux intérêts capitalistes. En se réalisant, ils ne peuvent supprimer les causes de guerre, ni par suite établir une paix durable. La paix durable ne peut non plus être atteinte tant qu'à côté des moyens qu'on préconise contre la guerre, subsistera le régime capitaliste. C'est pourquoi la résolution repousse les solutions proposées par les pacifistes bourgeois, parce que ces solutions sont purement illusoires, apportant la confusion au lien de la clarté, et qu'elles détournent les ouvriers de la seule arme efficace pour la conquête de la paix, la lutte de classe. La résolution est dirigée également contre l'illusion que le prolétariat, par les constructions de subtils projets, pourra en quoi que soit influer sur le contenu de la paix. Agir dans cette voie, ce serait en fin de compte, laisser le soin de l'avenir à une poignée de sages omniscients et affirmer que le bonheur viendra en dormant aux déshérités. En termes clairs et sans ménagement. Comme les maîtres du socialisme l'ont fait il y a un demi-siècle déjà, la conférence déclare aux travailleurs que la paix durable ne peut être le résultat que du socialisme, c'est-à-dire de leur combat éternel et qui doit être mené par eux seuls. Et il apparaît nettement ici que la théorie sert la pratique. La résolution n'est en rien une démonstration savante qui apporte la solution académique d'une question controversée. Partant de la pratique, elle aboutir à un appel à l'action. Développant la pensée du manifeste de Zimmerwald, la résolution ne dit pas seulement aux ouvriers qu'ils doivent combattre, elle cherche à leur expliquer également pourquoi ils doivent le faire, non pas pour laisser le monde tel qu'il était avant la guerre, mais pour le transformer dans le sens du socialisme. Non pas pour fortifier la position des ennemis du socialisme, comme le font inconsciemment et par défaut de volonté de progrès, les socialistes de gouvernement. Il va de soi qu'un éplucheur de mots pourrait trouver beaucoup à redire à cette résolution. Elle est, comme toute résolution semblable, un compromis des différentes tendances qui se sont manifestées à la conférence. Dans l'ensemble, cependant, elle marque un incontestable progrès, elle prolonge les lignes tracées à Zimmerwald, elle sépare très nettement la classe ouvrière de la bourgeoisie et de ses valets social patriotes, et elle peut servir à guider très utilement les efforts. La résolution ne pouvait, ni ne voulait être rien de plus. Ce n'est pas à une conférence, surtout lorsqu'elle a lieu dans des circonstances si extraordinaires, d'imposer des prescriptions obligatoires. L'action des masses et leur pouvoir ne seront déterminés par aucune résolution de congrès, par aucun commandement. Ils dépendent de l'intelligence qui permet de comprendre la situation et de l'éducation. Lorsqu'il y a manque en cela, les plus belles résolutions de congrès ne servent de rien. Mais quand le mouvement commence, il n'est plus permis de le laisser à lui-même. Le devoir de la social-démocratie est alors de prendre la tête du mouvement et de le devancer. Elle doit montrer aux masses le but inévitable et leur préciser les conditions de réalisation. Afin d'exercer une action réfléchie sur l'évolution historique, cette action consistait pour une part dans la discussion sur la question de la paix. L'influence que cette discussion peut exercer sur les conditions de la lutte dépend de la situation générale et de la conscience que la classe ouvrière prendra de sa force d'opposition. La conférence avait à régler une autre grande question, celle de l'attitude à prendre à l'égard du Bureau socialiste international. Il est dit dans le manifeste de Zimmerwald que le Bureau socialiste international a fait entièrement faillite. Ce jugement est juste sans aucun doute, mais la question de sa culpabilité n'est pas en cause ici. Il devait faire faillite nécessairement, puisqu'il est enfermé dans la même contradiction fatale que les partis socialistes nationaux, dont il est l'émanation. Le devoir de défense nationale s'oppose au devoir de lutter contre la guerre. Dans le temps de paix, les deux devoirs paraissaient conciliables. La guerre a fait comprendre qu'il est impossible d'unir ces deux devoirs. Il fallait se décider pour l'un ou pour l'autre. Les partis socialistes les plus considérables choisirent la participation à la défense nationale, et s'en fut fait du Bureau socialiste international. Il est resté passif. Il a renoncé à rassembler la classe ouvrière, au moment où elle s'éveillait de l'ivresse du combat, pour la mener à la lutte contre la guerre. Cette attitude se comprenait tant que le fait pour le bureau d'être dans la Belgique envahie paralysait son action. Mais quand le siège en fut transféré en Hollande, il apparut clairement que l'organisme central de l'international avait la volonté de ne pas exécuter les décisions des congrès internationaux. Il ouvrit la lutte contre l'opposition internationale et devint l'instrument des social-patriotes, dont les intérêts se rejoignaient ici. Plus les social-patriotes d'un pays accablaient de reproches ceux d'un autre pays, plus ils se critiquaient l'un l'autre et se combattaient, plus ils se rencontraient dans le commun désir de ne pas voir transformer le Bureau socialiste international en un tribunal qui, se fondant sur les résolutions des congrès, eût ordonné, comme le seul devoir, de mener la lutte contre la guerre.
Ce désir commun détermina la ligne de conduite du bureau. Bien qu'au 4 août 1914, il eût apparu aux yeux de tous que l'Internationale avait cessé d'être une force, le secrétaire déclara solennellement, en plein accord avec le comité exécutif, que l'Internationale était plus vivante que jamais. Cette déclaration était nécessaire pour préparer un mutuel pardon et un mutuel oubli, au moment où les partis socialistes le dégageraient des fers, où ils se sont mis eux-mêmes librement. Dès lors la politique du Bureau socialiste international fut très claire. Ne pouvant plus trouver d'excuses dans l'invasion et dans l'effondrement des partis nationaux, le Bureau socialiste international se déclara ouvertement partisan du socialisme patriote, et il servit à tromper les masses. Afin de donner à son attitude une apparence de justification, il se lança dans de grands discours mystiques, il examina consciencieusement toutes les résolutions prises à Vienne, à Londres et à Copenhague, et il persuada la classe ouvrière que la seule action présente consistait à formuler les revendications que l'on aurait à soutenir au moment des négociations de paix. La deuxième conférence de Zimmerwald s'est, dans sa résolution sur la paix, opposée nettement à cette façon de procéder. Dans une deuxième résolution, elle critiqua vivement l'attitude du bureau et elle demanda qu'un contrôle fût exercé sur lui. Elle indiqua que dans le cas où le bureau pourrait siéger au complet, le devoir des socialistes serait de s'opposer sans aucun ménagement aux social-patriotes, de les démasquer, de prendre position contre leur politique qui consiste à nourrir les travailleurs pendant la paix avec de belles résolutions de congrès internationaux, et à leur donner de toutes parts, pendant la guerre, le conseil de se massacrer les uns les autres aussi longtemps qu'il plaira au gouvernement. En ce qui concerne la convocation du Bureau socialiste international, la résolution est très précise. Beaucoup de socialistes pensent que l'organisation d'une action internationale dépend uniquement du Bureau de La Haye. C'est faux. L'action internationale doit naître directement des masses de chaque pays et d'elle-même. C'est seulement après qu'un centre international peut exercer une action efficace. C'est pour cette raison que la conférence renonça à exiger la convocation immédiate du bureau. Une fois le mouvement commencé dans chaque parti national, l'action centrale de coordination se fera d'elle-même. Mais ce ne pourra plus être pour le socialisme patriote, ce sera pour une œuvre vraiment socialiste, qui sera dirigée ni par un Scheidman, ni par un Van der Velde. La lumière faite sur ces deux questions essentielles, la conférence devait encore dégager de ses résolutions les conclusions pratiques. Elle le fit dans un appel aux classes ouvrières, un appel au peuple qu'on ruine et qu'on tue, fit retentir à nouveau le cri de « guerre à la guerre », après avoir dit ce qui est jusqu'à aujourd'hui sorti de la guerre, et avoir rappelé les devoirs que la situation présente impose. Cet appel s'en est remis aux deux résolutions pour exprimer le nécessaire sur le caractère historique de la guerre. Il va sensiblement plus loin que le premier manifeste de Zimmerwald. Il exige en effet un armistice immédiat, le refus de tout crédit de guerre, la lutte ouverte contre les conséquences sociales et économiques de la guerre. Il s'est exprimé d'autre part, en termes plus clairs et plus directs. Le projet d'appel est venu d'un Français, d'un député. Là n'est pas la valeur du manifeste, mais le fait que cette fois des parlementaires français aient eux aussi pris part à la conférence et que l'un d'eux ait rédigé un appel pour la paix immédiate, contre l'union sacrée et pour la reprise de la lutte de classe, se fait la mesure le progrès accompli depuis la première conférence. La participation de parlementaires français à la conférence marque les vraies dispositions des masses ouvrières dans le pays qui, en raison des circonstances extérieures, semblaient le moins disposées à se rallier à l'action de Zimmerwald. L'histoire montre aujourd'hui une fois de plus qu'une idée peut être trahie, peut être reniée par ses représentants, elle n'en demeure pas moins. Il en est ainsi de l'idée socialiste. Alors que 20 années environ séparent la seconde internationale de la première, la force de l'idée internationale s'est affirmée, cette fois, au sein même de la guerre. Le devoir de la seconde conférence de Zimmerwald était de reprendre cette idée, de l'animer et de l'exalter, de faire revivre au cœur des ouvriers l'espoir socialiste. Robert Grimm. Neuleben, mai 1916, Berne. Invité par la Commission socialiste internationale de Berne, instituée lors de la conférence de Zimmerwald, en septembre 1915, les représentants des organisations et des groupes adhérents à cette commission se sont rencontrés en une deuxième conférence socialiste internationale. Cette conférence a eu lieu du 24 au 30 avril 1916 à Quiental, Suisse. La Commission socialiste internationale, d'un commun accord avec les représentants de nombreuses organisations adhérentes, avait déjà expliqué dans une circulaire, en février 1916, la nécessité d'une nouvelle réunion des partis, des minorités et des groupes qui se placent sur le terrain des principes contenus dans le manifeste de Zimmerwald, pour se concerter sur la position à prendre en face des événements survenus depuis la première conférence. La tâche principale du socialisme, dit la circulaire susmentionnée, doit être aujourd'hui de réunir le prolétariat international en une force révolutionnaire agissant, liée, en temps de paix comme en temps de guerre,
par la communauté des conceptions, des intérêts, des devoirs. Partant de la constatation que les événements survenus depuis la conférence de Zimmerwald ont confirmé la justesse des postulats théoriques et pratiques qui y ont été formulés, après avoir stigmatisé l'attitude des majorités des partis socialistes qui ont adhéré à l'Union sacrée, et par cela même entravé le mouvement du prolétariat, en prolongeant la guerre et aggravant les conditions générales des classes ouvrières. Et après avoir attiré l'attention sur l'attitude du Bureau socialiste international, la Commission socialiste internationale soumit aux organisations adhérentes un ordre du jour pour une deuxième conférence internationale en fixant comme suit les conditions d'admission. 1. Seront seuls admis les représentants des organisations politiques et syndicales et les adhérents individuels qui se placent sur le terrain des décisions de la conférence de Zimmerwald. 2. Pour les pays dont les partis officiels et les syndicats adhérents à la Commission socialiste internationale ne seront admis que les délégués désignés par les organisations susmentionnées. 3. Pour les pays dont les partis officiels n'adhèrent pas à la Commission socialiste internationale, ne seront admis que les délégués des organisations qui, a. déploient dans leur pays une activité orale ou écrite conforme aux décisions de Zimmerwald, b. peuvent présenter à la Commission socialiste internationale de preuves de leur activité. 4. Des délégations individuelles ne sont admises qu'exceptionnellement et avec voix consultative. 5. En cas de contestation de la validité des mandats, la décision définitive sera soumise à une commission de 9 membres, y compris les 4 membres de la Commission socialiste internationale, qui décidera après s'être mise au courant de la situation. 6. La conférence décidera du mode de votation. Les rapports publiés dans le bulletin aussi bien que les nouvelles que les journaux publient sur les partis socialistes des pays belligérants prouvent suffisamment que la conférence de Zimmerwald et son manifeste ont trouvé un écho profond. L'orientation que le prolétariat est en train de prendre après que le cauchemar, provoqué par la guerre et par l'attitude des organisations nationales et internationales du socialisme, s'est dissipée, rendent toujours plus urgente une action du prolétariat de tous les pays, guidée par les principes du socialisme international, que la communauté des intérêts et de l'idéal du prolétariat de tous les pays, loin d'être détruite par la guerre, ait été au contraire, rendue plus évidente par le caractère impérialiste du conflit actuel des peuples. Cela a été prouvé avant tout par l'action développée par le prolétariat des différents pays belligérants, guidé par les mêmes principes, aspirant au même but. La conférence de Zimmerwald, le manifeste qui y a été signé, la déclaration franco-allemande qui a été faite, les décisions qui y ont été prises, ce sont là les preuves de l'entente théorique et pratique des classes ouvrières des différents pays. La signification de l'action de Zimmerwald, aussi modeste soit-elle, consiste dans le fait qu'elle a réveillé la conscience des devoirs internationaux et révolutionnaires du prolétariat, conscience qui était sur le point de disparaître. Les adhérents de l'action de Zimmerwald et les participants à ces conférences n'ont jamais douté que les réunions internationales ne sauraient seules ramener à la vie et à l'action l'internationale prolétarienne. L'internationale doit naître dans les divers pays de la conscience socialiste et de son application pratique. Elle ne peut devenir active, atteindre une puissance politique uniquement par des résolutions de congrès, tout en tenant compte du fait que la conscience socialiste est déterminée par le développement historique. On ne pouvait pourtant attendre, avec le groupement international des forces restées fidèles au socialisme, que la conscience socialiste soit mûre dans tous les pays et chez tous les ouvriers. La conscience internationale du socialisme ne peut pas s'affirmer d'un seul coup, elle aussi doit se développer et être développée par les ouvriers eux-mêmes. C'est cette considération qui a rendu nécessaire la convocation de la conférence au mois de septembre. Mais on ne devait pas en rester là. Après le premier effort tendant à réunir les forces de l'international, après Zimmerwald, qui est devenu un symbole de ce ralliement, il a fallu préciser davantage l'action du prolétariat international et ceci à 2 points de vue. Au point de vue positif, il a fallu tracer un programme d'action pour le prolétariat. Au point de vue négatif, il a fallu agir, préciser et souligner les raisons de la profonde hostilité du prolétariat envers les solutions que les pacifistes et les pseudo-socialistes s'acharnent à donner au problème mondial. Vu les nombreux obstacles et les grandes difficultés que les délégués des pays belligérants doivent surmonter pour pouvoir participer à une conférence internationale, le nombre des camarades qui ont pris part à la seconde conférence internationale peut être considéré comme très important. Citons les camarades qui furent délégués avaient pu y participer, le nombre des organisations représentées et celui des délégués auraient été augmentés de plus d'un tiers. Les représentants d'Angleterre, d'Autriche, de Roumanie, de Bulgarie, de Suède et de Norvège et de Hollande ont été empêchés de prendre part à la conférence à la suite de difficultés de passeport que les gouvernements des pays belligérants leur ont suscitées. Les délégations allemandes et françaises ont été diminuées de la moitié environ par refus de passeport et par d'autres mesures politiques. Ont été représentés les pays suivants: Allemagne, les groupes L international, opposition dans l'organisation et l'organisation locale d'une ville du Nord.
en tout 7 délégués. France, à la suite de l'impossibilité de se procurer les passeports les minorités du parti et des syndicats adhérents à Zimmerwald, et qui sont représentés par le Comité pour la reprise des relations internationales, durent se limiter à envoyer par écrit leur adhésion à la deuxième conférence et à toutes ses décisions. La Fédération nationale des syndicats des instituteurs de France se trouva dans le même cas. Par contre, 4 camarades de France, parmi lesquels 3 députés, assistaient à titre personnel à la conférence. Angleterre, le gouvernement anglais refusa, comme à la première conférence, la délivrance de passeports aux délégués nommés par elle Independlabour in Partifre par le in British Front Socialist in Partifre. Les deux partis envoyèrent des télégrammes de sympathie. Un membre de l'ILP assista à la séance en qualité d'hôte. Italie, délégation officielle du parti et de la fraction socialiste du Parlement, en tout 8 délégués. Russie, délégation officielle du Parti des révolutionnaires socialistes, internationalistes, du Comité central et du Comité d'organisation du Parti ouvrier social-démocrate de Russie et de la social-démocratie de la Lituanie, nombre total 8 délégués. Pologne, délégation officielle du Comité national et du Comité central de la social-démocratie de la Pologne russe et de Lituanie, ainsi que du Parti socialiste polonais, NLU-CFR. En tout 5 délégués. Serbie, le Parti social-démocrate de Serbie, été représenté par un membre de la Skupština. Portugal, un délégué du Parti socialiste portugais. Suisse, représentation officielle du Parti social-démocrate par 5 délégués. En outre, fut représenté par un délégué le secrétariat de la jeunesse socialiste internationale et furent présents les membres de la Commission socialiste internationale de Berne, de sorte que le nombre total des participants se monta à 44. Après la conférence, le comité central du Parti ouvrier social-démocrate de Bulgarie fit savoir que ces 2 délégués ne purent franchir la frontière autrichienne, et il donna son assentiment aux résolutions prises. L'Union des ouvriers juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie fut également empêchée d'envoyer un délégué. Elle envoya une lettre dans laquelle elle saluait chaleureusement la deuxième conférence socialiste internationale. Les débats se terminèrent par l'adoption d'un appel à la classe ouvrière et de 2 résolutions. L'appel au peuple qu'on ruine et qu'on tue, prolétaires de tous tes pays, unissez voix. 2 ans de guerre mondiale, 2 ans de ruine, 2 ans de massacre, 2 ans de réaction, qui donc est responsable? Où sont donc derrière ceux qui, au dernier moment, ont allumé l'incendie, ceux-là qui l'ont voulu et préparé depuis un quart de siècle? Ils sont parmi les privilégiés. Lorsque, au mois de septembre 1915, au-dessus de la mêlée, au milieu des passions guerrières déchaînées, nous, socialistes des pays belligérants et neutres, réunis fraternellement à Zimmerwald pour sauver l'honneur du socialisme et dégager sa responsabilité, nous disions déjà dans notre manifeste: les institutions du régime capitaliste qui disposent du sort des peuples, les gouvernements monarchiques ou républicains, la diplomatie secrète, les puissantes organisations patronales, les partis bourgeois, la presse capitaliste, l'Église sur elle toute pèse la responsabilité de cette guerre, surgit d'un ordre social qui les nourrit. C'est pourquoi chaque peuple, comme l'a dit Jaurès quelques jours avant sa mort, a apparu à travers les rues de l'Europe avec sa petite torche à la main. Après avoir couché dans la tombe des millions d'hommes, désolé des millions de familles, fait des millions de veuves et d'orphelins, après avoir accumulé ruine sur ruine et détruit irrémédiablement une partie de la civilisation, cette guerre criminelle s'est immobilisée. Malgré les hécatombes sur tous les fronts, pas de résultat décisif. Pour faire seulement vaciller ces fronts, il faudrait que les gouvernements sacrifient des millions d'hommes. Ni vainqueurs ni vaincus, ou plutôt tous vaincus, c'est-à-dire tous saignés, tous épuisés, tel sera le bilan de cette folie guerrière. Les classes dirigeantes peuvent ainsi constater la vanité de leurs rêves de domination impérialiste. Ainsi est-il de nouveau démontré que seuls ont bien servi leur pays, ceux des socialistes qui, malgré les persécutions et les calomnies, se sont opposés dans ces circonstances au délire nationaliste en réclamant la paix immédiate et sans annexion. Que vos voix nombreuses crient avec les nôtres à bas la guerre. Vive la paix. Travailleurs des villes et des champs. Vos gouvernements, les cliques impérialistes et leurs journaux vous disent qu'il faut tenir jusqu'au bout pour libérer les peuples opprimés. C'est une des plus grandes fourberies imaginées par nos maîtres pour la guerre. Le vrai but de cette boucherie mondiale est pour les uns de s'assurer la possession du butin qu'ils ont rassemblé pendant des siècles et au cours d'autres guerres, pour les autres d'aboutir à un nouveau partage du monde, afin d'augmenter leur lot en annexant des territoires, en écartelant des peuples, en les rabaissant au niveau des parias. Vos gouvernements et vos journaux vous disent qu'il faut continuer la guerre pour tuer le militarisme. Ils vous trompent, le militarisme d'un peuple ne peut être ruiné que par ce peuple lui-même, et le militarisme devra être ruiné dans tous les pays. Vos gouvernements et vos journaux vous disent encore qu'il faut prolonger la guerre pour qu'elle soit la dernière guerre. Ils vous trompent toujours, jamais la guerre n'a tué la guerre. Au contraire, en excitant les sentiments et les intérêts de revanche, la guerre prépare la guerre, la violence appelle la violence. De sorte que vos maîtres, en vous sacrifiant, vous enferment dans un cercle infernal. De ce cercle, seront impuissants de vous tirer les illusions du pacifisme bourgeois. Il n'y a qu'un moyen définitif d'empêcher les guerres futures,
c'est la conquête du gouvernement et de la propriété capitaliste par les peuples eux-mêmes. La paix durable sera le fruit du socialisme triomphant. Prolétaires, regardez autour de vous. Quels sont ceux qui parlent de continuer la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire? Ce sont les auteurs responsables, les journaux alimentés au fonds secret, les fournisseurs des armées et tous les profiteurs de la guerre. Les social-nationalistes, les perroquets des formules guerrières gouvernementales, les réactionnaires qui se réjouissent en secret de voir tomber sur les champs de bataille ceux qui menaçaient hier leurs privilèges usurpés, c'est-à-dire les socialistes, les ouvriers syndicalistes et ces paysans qui semaient le blé rouge à travers les campagnes. Voilà le parti des prolongateurs de la guerre. À lui les forces gouvernementales, à lui les journaux menteurs, empoisonneurs des peuples, à lui la liberté de propagande pour la continuation des massacres et des ruines. Et à vous, les victimes, le droit de vous taire et de souffrir, l'état de siège, la censure, la prison, la menace, le bâillon. Cette guerre, peuple travailleur, n'est pas votre guerre et cependant c'est vous qui en êtes en masse les victimes. Dans la tranchée à la pointe des batailles, exposés à la mort, voilà les paysans et les salariés. À l'arrière, à l'abri, voici la plupart des riches et leurs valets embusqués. Pour eux la guerre c'est la mort des autres. Et ils en profitent pour continuer et même accentuer contre vous leur lutte de classe. Tandis qu'à vous ils prêchent l'union sacrée. Ils descendent même jusqu'à exploiter vos misères et vos souffrances pour essayer de vous faire trahir vos devoirs de classe et de tuer en vous l'espérance socialiste. L'injustice sociale et le système des classes sont encore plus visibles dans la guerre que dans la paix. Dans la paix, le régime capitaliste ne dérobe au travailleur que son bien-être. Dans la guerre, il lui prend tout puisqu'il lui prend la vie. Assez de morts, assez de souffrances. Assez de ruines aussi, car c'est encore sur vous, peuple travailleur, que tombent et tomberont ces ruines. Aujourd'hui, des centaines de milliards sont jetés au gouffre de la guerre et perdus ainsi pour le bien-être des peuples, pour les œuvres de civilisation, pour les réformes sociales, qui auraient amélioré votre sort, favorisé l'instruction et atténué la misère. Demain, de lourds impôts s'absentiront sur vos épaules courbées. Assez payé de votre travail, de votre argent, de votre existence. Luttez pour imposer immédiatement la paix sans annexion. Que dans tous les pays belligérants, les femmes et les hommes des usines et des champs se dressent contre la guerre et ses conséquences, contre la misère et les privations, contre le chômage et la cherté de la vie. Qu'ils élèvent la voix pour le rétablissement des libertés confisquées, pour les lois ouvrières et pour les revendications agraires des travailleurs des champs. Que les prolétaires des pays neutres viennent en aide aux socialistes des pays belligérants dans la lutte difficile qu'ils mènent contre la guerre. Qu'ils s'opposent de toute leur force à l'extension de la guerre. Que les socialistes de tous les pays agissent conformément aux décisions des congrès socialistes internationaux, d'après lesquels c'est le devoir des classes ouvrières de s'entremettre pour faire cesser promptement la guerre. En conséquence, exercez contre la guerre le maximum de pression possible sur vos élus, sur vos parlements, sur vos gouvernements. Exigez la fin immédiate de la collaboration socialiste au NTS capitaliste de guerre. Exigez des parlementaires socialistes qu'ils votent désormais contre les crédits demandés pour prolonger la guerre. Par tous les moyens en votre pouvoir, amenez la fin de la boucherie mondiale. Réclamez un armistice immédiat. Peuple qu'on ruine et qu'on tue debout contre la guerre, courage. N'oubliez pas que malgré tout vous êtes encore le nombre T que vous pourriez être la force. Que dans tous les pays les gouvernements sentent grandir en vous la haine de la guerre et la volonté de revanche sociale, et l'heure de la paix sera avancée. À bas la guerre. Vive la paix immédiate et sans annexion. Vive le socialisme international. En mai 1916. Les résolutions, l'attitude du prolétariat en face des problèmes de la paix. Comme résultat des délibérations de la seconde conférence socialiste internationale de Zimmerwald du 24 au 30 avril 1916, la résolution suivante concernant l'attitude du prolétariat en face des problèmes de la paix a été adoptée à l'unanimité en votation finale. 1. La guerre actuelle est la conséquence des antagonismes impérialistes, résultant du développement du régime capitaliste. Les forces impérialistes s'emploient à exploiter dans leur intérêt les problèmes de nationalité demeurés sans solution, les aspirations dynastiques et tout ce qui survit du passé féodal. Le vrai but de la guerre est de provoquer une nouvelle répartition des possessions coloniales et de déterminer la soumission des pays en retard dans leur développement économique. 2. La guerre ne pouvant supprimer ni le régime capitaliste ni ses manifestations impérialistes, ne peut non plus éliminer les causes de guerre futures. Elle renforce l'oligarchie financière, elle est incapable de résoudre les anciens problèmes de nationalité et de mettre fin à la lutte pour l'hégémonie mondiale. Elle complique, au contraire, tous ces problèmes et crée de nouveaux antagonismes qui augmentent encore la réaction économique et politique, provoquent les germes de guerre future. 3. C'est pourquoi, en affirmant que la guerre se propose une paix durable, les gouvernements et leurs agents bourgeois social-nationalistes ne tiennent pas compte des conditions nécessaires à la réalisation de ce but ou faussent sciemment la vérité. Dans un régime capitaliste, les annexions, les alliances économiques et politiques des États impérialistes, pas plus que les tribunaux d'arbitrage obligatoires, les limitations des armements, et ce que l'on appelle démocratisation de la politique étrangère, ne peuvent assurer une paix durable.
4. Les annexions réalisées par la violence excitent la haine parmi les peuples, produisent de nouvelles causes de froissement et de heurts. Les alliances politiques et les coalitions des puissances impérialistes, c'est là un moyen propre à prolonger, à étendre la guerre économique en provoquant des conflagrations mondiales toujours plus graves. 5. Les projets tendant à supprimer les dangers de guerre par la limitation générale des armements, par l'arbitrage obligatoire, supposent l'existence de sanctions efficaces généralement reconnues. L'existence d'une force matérielle capable d'équilibrer les intérêts antagonistes des États et d'imposer à ceux-ci son autorité. Mais de telles sanctions et une telle autorité n'existent pas, et le développement capitaliste qui aggrave encore les antagonismes entre les bourgeoisies des différents pays ou de leurs coalitions ne nous donne aucun espoir sur l'avènement d'une telle puissance médiatrice. Le véritable contrôle démocratique sur la politique étrangère suppose une démocratisation complète de l'État moderne. Le prolétariat trouverait en lui une arme utilisable dans sa lutte contre l'impérialisme, mais jamais un moyen décisif susceptible de transformer la diplomatie en un instrument de paix. 6. C'est pour cela que la classe ouvrière doit repousser les propositions fantaisistes des pacifistes bourgeois et des socialistes nationalistes, qui remplacent de vieilles illusions par de nouvelles. Ils heurtent ainsi les masses en les détournant du chemin de la lutte de classe, et en faisant le jeu de la politique jusqu'au boutiste. 7. Si le régime capitaliste est incapable d'assurer une paix durable, seul le socialisme créera les conditions nécessaires à sa réalisation. En effet, en abolissant la propriété privée des moyens de production, le socialisme élimine en même temps que l'exploitation des masses par les classes possédantes, l'oppression des peuples et par le fait même les causes de la guerre. C'est pourquoi la lutte pour une paix durable n'est, en somme, que la lutte pour la réalisation du socialisme. 8. Chaque fois que la classe ouvrière renonce à la lutte de classe en se solidarisant avec ses exploiteurs, en subordonnant ses aspirations à celles des gouvernements et des classes dirigeantes, elle s'éloigne de son but, la réalisation de la paix durable. Dans ce cas, la classe ouvrière confie aux classes capitalistes et au gouvernement bourgeois une tâche qu'elle seule peut mener à bonne fin. Pire encore, elle livre à l'abattoir de la guerre ses meilleures forces et voue ainsi à la destruction les éléments les plus sains et les plus capables qui, en temps de guerre comme en temps de paix, devraient être appelés en premier lieu à la lutte pour le socialisme. 9. Conformément aux décisions des congrès internationaux de Stuttgart, de Copenhague et de Bâle, l'attitude du prolétariat à l'égard de la guerre ne saurait être déterminée par la situation militaire ou stratégique des pays belligérants. Le devoir vital du prolétariat est donc de demander dès maintenant l'armistice immédiat pour entamer les pourparlers de paix. 10. Selon que cet appel trouvera un écho dans les rangs du prolétariat international, suscitant une action vigoureuse, dont le but est le renversement de la domination capitaliste, la classe ouvrière réussira à hâter la fin de la guerre et à influer sur les conditions de la paix. Si la classe ouvrière ne suit pas cet appel, les conditions de la paix future seront fixées par les gouvernements, les diplomaties, les classes dirigeantes, sans aucun égard au peuple. 11. Dans la lutte révolutionnaire des masses pour les aspirations socialistes et pour la libération de l'humanité du fléau militariste, le prolétariat doit, en même temps, s'opposer à toutes les velléités annexionnistes. Le prolétariat ne considère pas la configuration politique du monde, telle qu'elle était avant la guerre, comme répondant aux intérêts des peuples, mais il s'oppose à tout remaniement arbitraire des frontières, même dans le cas où, sous le prétexte de libérer les peuples, on voudrait constituer des États mutilés pourvus d'une indépendance fictive et soumis à un véritable vasselage. Le socialisme lui-même tente à supprimer toute oppression nationale par l'union politique et économique des peuples sur des bases démocratiques, union irréalisable dans le cadre de la société capitaliste. Mais ce sont précisément les annexions, quelle qu'en soit leur forme, qui rendent cette bielle difficile, lorsqu'en démembrant les peuples, en les écartelant et en les incorporant au grand État impérialiste, on rend plus pénibles les conditions de la lutte prolétarienne. 12. Tant que le socialisme ne réalise pas la liberté et l'égalité des droits de tous les peuples, le constant devoir du prolétariat est de lutter résolument contre toute oppression nationale, contre toute violence à l'égard des peuples plus faibles, pour obtenir par la lutte de classe leur autonomie sur une base entièrement démocratique ainsi que la protection des minorités nationales. 13. Les indemnités de guerre exigées par les puissances impérialistes ne sont pas conciliables avec les intérêts du prolétariat. De même que les classes dominantes de chaque pays cherchent à faire peser les frais de guerre sur les épaules de leur propre classe ouvrière, elles tenteront aussi de rejeter le poids des indemnités de guerre sur le prolétariat des pays vaincus. Cet état de choses nuirait aussi bien aux travailleurs du pays vainqueur, car l'aggravation des charges économiques et sociales de la classe ouvrière d'un pays aurait sa répercussion inévitable sur celle des autres pays et rendrait plus difficiles les conditions de la lutte de classe internationale. L'action du prolétariat d'un pays ne consiste pas à rejeter les charges économiques et financières résultant de la guerre sur les ouvriers d'un autre pays, mais à les faire peser sur les possédants de tous les pays par l'abolition de la dette publique. 14.
La lutte contre la guerre et l'impérialisme, conséquence des souffrances et des sacrifices des peuples, s'intensifiera de plus en plus par suite des malheurs causés par les fléaux de l'époque impérialiste. Le socialisme développera et dirigera le mouvement des masses contre la cherté de la vie, pour les revendications agraires des travailleurs paysans, contre le chômage, les nouveaux impôts et la réaction politique, jusqu'à ce qu'il aboutisse à la lutte internationale pour le triomphe final du prolétariat. Le Bureau socialiste international et la guerre. La seconde conférence socialiste internationale de Zimmerwald, tenue du 24 au 30 avril, a voté à l'unanimité la résolution suivante au sujet de l'attitude du BSI vis-à-vis de la guerre, considérant que le comité du Bureau socialiste international, BSI, a gravement manqué à son devoir, le plus nettement et le plus explicitement établi par les résolutions des congrès internationaux. En se refusant obstinément de convoquer la réunion plénière du Bureau, malgré les instances répétées des différentes sections nationales, que de cette manière, le comité exécutif n'a non seulement rien fait pour remédier à la crise profonde traversée par l'international, mais au contraire, l'a approfondie, en se faisant le complice du reniement des principes, de la politique de la soi-disant défense nationale et de l'union sacrée, qui a réduit l'international à l'état de dispersion et d'impuissance honteuse. Que cette complicité du comité exécutif a trouvé son expression la plus frappante dans le fait que son président a cru pouvoir cumuler en sa personne la qualité d'un ministre d'État en guerre avec celle de président du BSI, en abaissant par là l'organe central de l'internationale ouvrière au rôle indigne d'un instrument servile, d'un otage d'une des coalitions impérialistes, considérant que ce n'est qu'après 20 mois de guerre, devant l'indignation croissante dans les masses, se libérant du cauchemar chauviniste, que le comité exécutif s'est avisé de la nécessité de convoquer le bureau, considérant que cette tentative est accompagnée de la sanction donnée d'avance à la lutte fratricide des peuples, justifiée par la soi-disant défense nationale, que le comité exécutif, tout en accordant l'absolution à tous ceux qui ont abandonné le drapeau socialiste, s'acharne en même temps à combattre les éléments révolutionnaires de l'international qui se sont retrouvés dans la mêlée et se sont tendus les mains pour inaugurer la lutte contre la guerre impérialiste. Que de la sorte, cette tentative de renouveler les relations entre les sections nationales revêt le caractère d'une paix séparée entre les social-nationalistes, qu'étant donné les contacts totalement contraires aux principes du socialisme, qui se sont établis pendant la guerre dans la plupart des pays belligérants entre les gouvernements et les dirigeants du socialisme nationaliste, il est à craindre que le comité exécutif du BSI, dans certaines conditions, pourrait convoquer le bureau au moment où cette convocation correspondrait aux vues politiques de l'une ou des deux coalitions impérialistes. La seconde conférence socialiste internationale de Zimmerwald invite les sections affiliées à la Commission socialiste internationale de Berne à suivre avec une attention soutenue les démarches du comité exécutif, exprime sa profonde conviction que l'international ne pourra se relever comme véritable puissance politique de la débâcle qu'au fur et à mesure que le prolétariat mondial, s'émancipant des influences impérialistes et chauvines, reprendra la voie de la lutte sociale et de l'action des masses. Pour le cas où la séance plénière du bureau devait être convoquée, les délégués des partis adhérents à Zimmerwald devront dévoiler les intentions réelles des représentants du socialisme nationaliste, tendant à détourner le prolétariat de ses buts, et opposer à cette duperie coalisée les principes fondamentaux sur la base desquels l'opposition internationaliste s'est constituée dans tous les pays. Si le comité exécutif du BSI devait convoquer une réunion du bureau, la CSI de Berne devrait tâcher de convoquer la commission élargie pour se concerter au sujet d'une attitude identique à celle des Zimmerwaldiens. La conférence reconnaît le droit des sections socialistes nationales, adhérant à Zimmerwald, de demander la convocation du BSI.